Bienvenue tout le monde. On va vous parler d'un projet qui est centré sur des protecteurs auditifs de type passif. Alors, de type passif, ce sont des protecteurs comme des coquilles, que j'ai ici, ou des bouchons d'oreilles. Donc, qu'est-ce que l'atténuation d'un protecteur? Un protecteur, une des caractéristiques d'un protecteur, c'est sa capacité à bloquer le son. C'est une quantité qu'on exprime en décibels. Le bruit, c'est mesuré en décibels, 85 décibels, 90 décibels. L'atténuation, on l'exprime avec la même mesure, si vous voulez, c'est en décibels, et c'est la capacité du protecteur à bloquer le son. Et le protecteur, lui, va bloquer en fonction de la fréquence. Donc, un protecteur peut être efficace à haute fréquence, moins efficace à basse fréquence. Donc, l'atténuation est une quantité qui dépend de la fréquence. On a des mesures qui existent en laboratoire. Ce que vous voyez à l'écran, par exemple à gauche, ce sont des mesures typiques d'atténuation de protecteurs. On fait venir des sujets dans une cabine audiométrique insonorisée et on a quelqu'un qui fait passer des tests et on obtient une atténuation en fonction de la fréquence. En milieu de travail, c'est un peu, si vous voulez me prêter l'expression, c'est un peu un autre ballgame. En milieu de travail, les gens parlent, les gens bougent, ils doivent communiquer, les gens suent, toutes sortes de trucs. Et la littérature est abondante à ce sujet. En milieu de travail, la protection qu'on obtient est généralement, très généralement, bien en deçà de ce qu'on trouve en laboratoire. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on fait de la recherche, on essaie de comprendre pourquoi ces atténuations-là sont bien différentes et on cherche à voir comment bien mesurer en milieu de travail cette protection-là. Donc, il existe deux grandes méthodes. Il existe plusieurs méthodes de mesurer l'atténuation d'un protecteur, mais il existe deux grandes méthodes que je vais vous présenter. La première, c'est basée sur les seuils audiométriques. C'est ce qu'on appelle en anglais le REAT, Real Ear Attenuation at Threshold. Je vais l'appeler le REAT là, pour le reste de la présentation. C'est ce que je vous ai montré tantôt, les cabines audiométriques en laboratoire. On fait venir des gens, on leur fait écouter des sons à un certain niveau et ils doivent détecter à quel niveau ils l'entendent. On leur met un protecteur. Là, évidemment, il va falloir mettre le niveau un petit peu plus élevé. On leur fait écouter ça. Et la différence que vous obtenez entre les deux, c'est l'atténuation. Vous répétez ça pour plusieurs fréquences et vous obtenez un spectre d'atténuation. Si vous voulez, c'est l'atténuation en fonction de la fréquence. Une autre technique qui est de plus en plus populaire, c'est d'aller mettre des microphones miniatures dans les oreilles des gens. On peut le faire de deux façons. On met un microphone dans le canal auditif. On fait venir quelqu'un, on le soumet à un bruit. On mesure avec et sans le protecteur et on mesure le bruit à l'intérieur du canal auditif. On fait la différence, ça donne une atténuation. On peut faire d'une autre façon, c'est-à-dire de prendre deux microphones, un à l'intérieur du canal auditif et un juste à l'extérieur. Et là, on va mesurer la différence entre les deux et ça vous donne aussi une atténuation. Donc, dans le cas de gauche, ce que j'ai appelé la perte par insertion ou le insertion loss, je vais appeler ça le IL pour le reste de la présentation, c'est une des façons avec les microphones. L'autre approche, le NR, Noise Reduction, affaiblissement sonore, c'est quand on mesure de part et d'autre. Alors là, on a trois atténuations, là, le REAT, le IL, le NR. Ces trois atténuations-là se comparent, mais ne sont pas égales nécessairement. Il existe des facteurs, il y a des facteurs qui permettent de relier toutes ces quantités-là. Et ce qui nous intéressait, c'est de regarder ces facteurs-là en particulier. La méthode des seuils, c'est le gold standard. Ça existe depuis 50, 60 ans. C'est ce qu'on trouve dans les normes. Vous regarderez l'emballage, vous verrez, il y a des chiffres à des endroits. En fonction de la fréquence, vous allez avoir l'atténuation sur le bord de la boîte. Et il y a d'autres chiffres sur le couvercle. Là, il y a toutes sortes de chiffres. Ce sont des indices d'atténuation obtenus avec cette méthode-là, la méthode des seuils. Donc, c'est ce qui est bien documenté dans la littérature, c'est qu'il existe dans toutes les normes. Il y a des normes européennes, des normes américaines, des normes internationales qui nous disent comment on mesure ça. Par contre, l'avantage de la méthode microphonique MIR, c'est que vous pouvez mettre deux micros à un travailleur comme ça. Vous en mettez deux de l'autre côté, à chaque oreille. Puis là, lui, il peut se promener avec ses microphones, peut aller travailler, on peut enregistrer en continu, on peut avoir son atténuation en temps réel sur le terrain. Donc, cette méthode-là, MIR, surtout dans le cadre du Noise Reduction, le NR, est très appropriée pour les mesures de terrain. D'où l'intérêt d'essayer de comprendre c'est quoi les liens qui existent entre le REAT et le MIR. Une autre quantité intéressante pour les protecteurs auditifs, c'est ce qu'on appelle l'effet d'occlusion. Alors, l'effet d'occlusion, c'est quand vous fermez une oreille et que vous parlez, vous vous entendez plus fort, votre voix est modifiée, est perçue autrement. C'est comme si on vous mettait un baril sur la tête, vous vous mettiez à parler, vous allez entendre tout croche, ça va résonner. C'est un peu cet effet-là. Alors, vous pouvez faire si vous voulez faire le test vous-même, vous pouvez faire
qu'on pourrait appeler le test de Homer ici. Vous bouchez-vous les oreilles et parlez. Et vous allez entendre là, des basses fréquences. C'est pas très dérangeant si vous parlez 30 secondes, si vous parlez 1 minute, mais quand vous avez des protecteurs auditifs et que vous devez travailler pendant 4-5 heures et que vous parlez souvent pour communiquer, ça peut être très dérangeant et ça peut même inciter des travailleurs à enlever leurs protecteurs pour pouvoir mieux communiquer. Donc, cet effet d'occlusion-là dépend d'un paquet de facteurs, ça dépend du protecteur que vous utilisez. C'est en général plus important pour les bouchons, mais ça dépend de la profondeur d'insertion des bouchons, ça va dépendre du type de bouchon et tout ça. Donc, c'est une quantité qui est intéressante à regarder comme ça. Comment on mesure l'effet d'occlusion? Un peu de la même façon que pour l'atténuation. On peut utiliser ce qu'on appelle un ossivibrateur. C'est une espèce de petit vibreur qu'on installe soit sur le front ou sur la mastoïde et on fait vibrer la boîte crânienne. Et on peut le faire avec et sans protecteur et on vient mesurer les niveaux de bruit à l'intérieur du canal auditif pour obtenir un effet d'occlusion en faisant la différence. On peut aussi y aller avec des seuils, un peu comme pour l'atténuation. Donc, on monte le niveau vibratoire tranquillement jusqu'à ce que l'individu, le sujet, entende un bruit et on le fait avec et sans protecteur. Une autre façon d'aller chercher l'effet d'occlusion, c'est d'instrumenter des gens avec des microphones et de leur demander de faire un effort vocal, soit de parler ou de prononcer des voyelles ou tout ça. Et on peut aller mesurer le bruit avec et sans protecteur. Et sur le petit graphique que vous voyez ici, on a le niveau de pression dans l'oreille, une fois occluse ou ouverte, et on voyait une grosse différence, surtout à basse fréquence. C'est là que l'effet d'occlusion est important. Donc, l'intérêt qu'on avait dans le projet, du point de vue, en tout cas expérimental, c'était de regarder en détail les liens entre le REAT et le MIR. Il y a déjà des liens qui ont été établis, mais ce que les gens ont fait dans le passé, c'est on a pris un paquet de sujets, on fait des tests, on obtient des valeurs avec le REAT. Dans un autre laboratoire, d'autres sujets, on fait des tests avec le MIR, puis là, on compare les deux. On obtient des facteurs qui permettent de passer l'un à l'autre, mais ce sont des facteurs qui ont été établis sur des groupes de sujets. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut appliquer ces facteurs-là individuellement d'un travailleur à l'autre et comment ces facteurs-là changent d'un individu à l'autre. On s'était dit aussi, tant qu'à instrumenter des gens puis faire de la méthode MIR, est-ce qu'on peut développer aussi, en même temps, avec le même appareillage, une méthode qui permettrait de façon assez robuste et facile de mesurer l'effet d'occlusion. En parallèle, on a développé toute une série de modèles numériques. On voulait voir est-ce qu'il y a moyen de développer des modèles numériques. C'est bien beau d'aller faire la mesure, d'aller comprendre ce qui se passe sur le terrain et tout. Est-ce qu'on peut avoir des modèles qui vont nous permettre de comprendre la physique du problème, pourquoi les protecteurs ne sont pas efficaces, comment les rendre plus efficaces et comment aussi guider nos méthodes de mesure. Donc, l'idée principale de nos tests, c'était de dire, bon, on va prendre quelqu'un, on lui place les protecteurs, on fait REAT, il ne bouge pas, on fait MIR. Donc, le sujet est dans les mêmes conditions de port de protecteur et on fait les tests REAT et MIR et on a rajouté aussi effort vocal. Donc, un sujet venait, on lui disait, d'abord, on l'instrumente avec des microphones, on lui fait oreille ouverte, pas de protecteur, on fait 3 tests, REAT, MIR et l'effort vocal. Après ça, on lui met un bouchon, on refait les 3 tests. On lui met une coquille, on fait les 3 tests et on en profitait pour faire la double protection parce qu'on avait la possibilité de le faire. Donc, ces tests-là ont été effectués à notre laboratoire ICAR à l'ETS. Donc, l'idée, c'est qu'il faut créer ce qu'on appelle un champ diffus. C'est un champ où, je dirais, en gros, vis-à-vis la tête du sujet, le bruit est homogène. Alors, il y a une norme qui décrit comment on fait un champ diffus. On a fait ça avec 4 haut-parleurs. Et vis-à-vis la tête du sujet, le champ est à peu près homogène. Le sujet est assis au centre de ces 4 haut-parleurs-là. Là, on ne le voit pas très bien, mais il y a des microphones qui sont insérés dans ses oreilles. Et voilà des exemples d'installation de microphones. Donc, vous voyez à gauche, on a un petit microphone installé à l'extérieur de la coquille. Vous voyez aussi un microphone à l'extérieur du bouchon. Et on ne le voit pas, mais on a un microphone qui est à l'intérieur du canal auditif. 29 sujets ont participé à l'étude. Ils avaient tous une audition normale. Il y a des sujets qui sont revenus plusieurs fois. Alors, un sujet testait un bouchon, une coquille. Si le sujet revenait, il testait un autre bouchon, une autre coquille. Donc, un sujet ne refaisait pas 2 fois le même test avec les mêmes bouchons et coquilles. Tout ça pour un total de 57 séances de tests, si vous voulez. 3 serre-têtes ont été testés, 3 bouchons, on les voit à l'écran. Et pour que vous compreniez bien mon tableau en bas, si on prend l'exemple, la colonne où c'est écrit « classique », c'est le bouchon classique. Donc, ce que le tableau nous dit, c'est que, par exemple, 6 personnes ont testé le bouchon classique et la coquille Uptime 105. 7 ont testé le bouchon classique et le Uptime 98. 6, le bouchon classique et le EAR 1000. Donc, à la fin, vous voyez, il y a 19
On a testé 19 fois le bouchon classique, 18 fois le push-ins, 18 fois les sur-mesures. Et pour les coquilles, le 105 a été testé 18 fois, 19 pour 98 et le R1000 18 fois. Donc, on a un bon nombre de personnes qui ont passé et ça nous permet d'avoir quand même un bon échantillonnage là, pour nos essais. La seule formule que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour vous montrer un peu les liens qui existent justement entre le REAT. Donc, le REAT, c'est ce qui est ici. C'est l'atténuation qu'on obtient avec ces mesures subjectives, là, où on demande au sujet d'ajuster les seuils. Et à droite, vous avez le NR, qui est la différence entre deux microphones de part et d'autre. Et tout ce qui est à droite de ça, c'est des facteurs qui permettent de relier les deux. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ces facteurs-là dépendent de la position du microphone. Est-ce qu'on met le microphone au tympan ou dans le canal? Ça dépend de la position du microphone à l'extérieur. Est-ce qu'on le met loin de l'oreille, proche de l'oreille, proche à l'épaule, proche de la tête et tout ça? Donc, ce sont tous des facteurs qu'on a pu mesurer avec notre protocole expérimental. Alors, je vais vous montrer des données d'atténuation qu'on a obtenues avec le REAT, ce qui est en noir, et en rouge, ce qu'on appelle NR plus le TF. Donc, ce sont des mesures qu'on a faites avec les microphones. Avant de vous montrer, je vais vous montrer l'atténuation en fonction de la fréquence. L'atténuation, c'est une habitude qu'on prend chez nous. On va la tracer de haut en bas. Donc, plus on va être vers le bas, plus elle va être importante. Petite précision, quand on mesure avec des microphones, on obtient des résultats à l'oreille droite, à l'oreille gauche. Quand on fait des mesures au seuil REAT, on obtient une mesure pour tout le sujet. Donc, on ne fait pas la différence oreille droite, oreille gauche. C'est ce qu'on appelle une mesure binaurale. Alors, mon collègue Jérémy ici a proposé une approche relativement simple qui permet de passer de deux oreilles à une valeur qui puisse se comparer au REAT. Donc, les données que je vais vous montrer fait appel à cette transformation binaurale. Je dois aussi mentionner, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, qu'on a fait une correction pour la conduction osseuse pour pouvoir les comparer. Donc, je vous montre un exemple pour les coquilles. Tout ce qui est fait par REAT, c'est les symboles. Ce qui est fait avec la méthode microphonique, ce sont les lignes. Ce que vous voyez dans le graphe du bas, c'est l'atténuation, la moyenne, l'atténuation en fonction de la fréquence. En haut, c'est l'écart type. Donc, vous voyez que ça se compare bien. Ça se compare même très bien. Il y a des petites différences. On sait pourquoi. On est capable d'expliquer pourquoi il y a des différences plus à basse fréquence. Mais vous voyez qu'on est bien, pour les trois types de coquilles, on a bien reproduit, on est capable de comparer très bien le REAT et le MIR, et on comprend, et on est capable d'étudier tous les facteurs. Donc, voilà pour les coquilles. Voilà pour les trois bouchons qu'on a utilisés. L'atténuation est différente en fonction de la fréquence. Et on peut même aller à la double protection. La double protection, c'est bouchon et coquille. Et là, l'atténuation est beaucoup plus importante. Et malgré que l'atténuation soit plus importante et tout ça, on est quand même capable, avec les deux techniques, d'obtenir des résultats qui sont très, très comparables. Si je me concentre là-dessus, donc c'est l'atténuation en fonction de la fréquence. Alors, si vous avez vu les boîtes, il y a moyen, avec les données d'atténuation, de les condenser en un chiffre. Ces atténuations en fréquence, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ce que j'ai tracé ici, c'est condenser ces valeurs-là. Et à l'axe de gauche, ces valeurs condensées MIR, et en bas, c'est les valeurs condensées REAT, et on les compare. Alors, si ces valeurs condensées se comparaient parfaitement, on aurait une belle ligne noire. Et là, ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. Mais si on applique maintenant cette transformation binaurale pour passer de deux oreilles à une oreille, bien, vous venez réduire le nombre de valeurs par deux. Et là, vous voyez, ça se compare beaucoup mieux. Donc, ce que vient nous dire le résultat, c'est que si vous voulez comparer REAT et MIR, c'est préférable d'utiliser cette transformation binaurale qui a été proposée par Jérémy ici. Voici un exemple pour l'effet d'occlusion. C'est pour un sujet donné. Juste vous montrer ce que ça donne. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que quand cette valeur-là est positive, c'est en fonction de la fréquence ça aussi. Quand cette valeur-là est positive, ça veut dire que le bruit est plus important dans l'oreille quand l'oreille est protégée. Alors, vous voyez, pour les coquilles, l'effet d'occlusion est moins important, et pour les bouchons, l'effet d'occlusion est beaucoup plus important à basse fréquence. Et maintenant, pour la double protection, l'effet d'occlusion ressemble à ce qu'on obtient pour les bouchons. Ce n'est pas surprenant. La double protection, c'est des bouchons et avec une coquille par-dessus. Les résultats semblent donc nous dire que la coquille ne change pas beaucoup l'effet d'occlusion. S'il y avait une chose à retenir, je vous dirais, rappelez-vous maintenant que oui, on peut, avec des méthodes microphoniques, aller mesurer des atténuations sur le terrain, et on sait comment les comparer avec les valeurs classiques obtenues en laboratoire. Voilà. Alors, merci, et on passe à Franck. Bonjour à tous. Merci, Hugues. Donc, pourquoi la modélisation? En fait, Hugues vous a expliqué, c'est complémentaire à la mesure. La modélisation, c'est quoi? C'est en fait, on vient faire un modèle de la réalité
un modèle physique, un modèle mathématique, puis on essaye de prédire les variables au lieu de les mesurer. Et évidemment, le modèle doit correspondre à la mesure, éventuellement, pour le valider. On a fait plusieurs modèles. On a fait des modèles de coquilles et des modèles de bouchons, principalement. Comment on résout le problème? On utilise, je ne sais pas s'il y a des spécialistes dans la salle, mais c'est une technique qui s'appelle la méthode des éléments finis, où en fait, on vient, au lieu de calculer la réponse globale, on vient discrétiser le système en petits éléments. Vous voyez par exemple ici, là, donc ça c'est la tête de l'individu avec la coquille. Puis autour, vous avez plein de petits éléments. Et puis, connaissant en fait comment se comportent les différentes variables sur ces éléments, on est capable de retrouver l'atténuation ou la pression acoustique au niveau du tympan. Juste pour vous dire qu'on a regardé plusieurs choses au niveau acoustique. On a fait plusieurs modèles, des modèles de complexité géométrique différentes au niveau du canal auditif, circulaire ou avec des formes compliquées. Vous voyez aussi, là, on a inclus les tissus autour. Et puis, on a regardé, par exemple, dans le cas où on excitait de façon osseuse. Là, vous voyez, c'est un morceau du conduit auditif avec l'os temporal quand on vient exciter ici pour mesurer prédire l'effet d'occlusion. Ça, c'est un exemple de complexité que vous voyez pour la coquille, en fait. Vous voyez que la coquille, c'est faite avec un coussin, puis il y a une structure après qu'on appelle la backplate, puis après, il y a de la mousse, et puis après, vous avez une coque, en fait, qui vient protéger le tout, là. La difficulté là-dedans, c'est de modéliser chacun des composants et de trouver les lois de comportement et de mettre les bonnes excitations et les bonnes conditions limites. Grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Mais là, je vais vous montrer des exemples de résultats pour vous montrer que les modèles, ça peut être très intéressant. Ça peut être intéressant pour comprendre la physique, pour dicter un peu comment l'atténuation, pour expliquer comment l'atténuation se comporte. Qu'est-ce qui fait qu'un travailleur entend plus ou moins? Est-ce que c'est à cause du matériau du bouchon? Par où passe l'énergie? Est-ce que ça passe par... Parce que l'énergie peut passer par la peau autour. On a montré ça d'ailleurs, notamment pour les bouchons. Donc le modèle permet de faire ça, alors que la mesure, on pourrait pas l'utiliser pour expliquer ça. Donc là, c'est un exemple où on a comparé des mesures sur tête artificielle. Donc c'est une tête qui est disponible au laboratoire, où on a mis des bouchons dedans. Et puis là, vous avez la comparaison mesure versus calcul. Donc la mesure, c'est en noir, et puis en rouge, vous avez le résultat du modèle. Donc vous voyez, ça marche très très bien. Et puis c'est un modèle très simple, là, où on a un bouchon avec la peau, et puis ça, c'est le canal auditif. Ça, c'est une coupe, en fait, du conduit auditif. On est capable quand même d'arriver à des choses intéressantes avec la modélisation. On a aussi également comparé avec des sujets humains, donc toujours sur l'atténuation du bouchon. Et là, vous voyez la courbe en rouge ici, là, c'est principalement l'atténuation. Donc là, vous vous rappelez ce que Hugues a dit, hein, ça varie en fonction de la fréquence, et puis plus ça va vers le bas, et plus l'atténuation est importante. Donc vous voyez en rouge, c'est ce qu'on obtient sur des sujets humains, avec la variabilité qui est accompagnée du fait que les sujets sont différents les uns des autres, et qui ne mettent pas le bouchon forcément de la même façon. Et puis en bleu, vous avez le modèle tel quel, qui ici en fait qui est un peu compliqué là, mais on voit qu'on représente un peu la géométrie interne du conduit auditif, puis les différents tissus, le cartilage, l'os, etc. Et puis vous voyez qu'en fait, donc en bleu, on est un peu en dehors de la gamme du min-max des valeurs. Par contre, quand on introduit des fuites qui peuvent être dues à la présence des petits câbles qui en fait alimentent les microphones à l'intérieur de l'oreille, comme vous a dit Hugues, on arrive à coller à peu près à la mesure. Et puis pareil là pour un autre type de bouchon. Donc, vous voyez que la courbe en verte là, donc si on introduit des petites fuites qui représentent à peu près le diamètre des câbles, on est capable de très bien coller à la mesure. C'est un modèle individuel, alors que là ce que vous avez vu c'est des moyennes sur des sujets. Je n'aurai pas le temps de montrer pour l'effet d'occlusion, mais on obtient aussi des résultats très intéressants au niveau de la comparaison des mesures calcul au niveau de l'effet d'occlusion. Donc je vais aller directement aux limites de l'étude. Donc au niveau du volet expérimental, on s'est principalement cantonné aux protecteurs passifs, pas d'électronique dedans. On a regardé ce qui se passait en champ diffus dans une chambre réverbérante, mais l'atténuation, il ne faut pas aussi oublier qu'elle dépend de l'incidence de l'angle. Par exemple, s'il y avait une source ici, une source là, l'atténuation ne sera pas forcément la même. Donc ça, c'est important aussi quand un travailleur est exposé à un environnement différent du champ diffus. On n'a pas fait de mesure au tympan. Le microphone était un peu éloigné du tympan. Il n'y a pas de mesure non plus au seuil pour l'effet d'occlusion. Sur le volet modélisation, on a regardé seulement un nombre restreint de protecteurs passifs exposés à des bruits stationnaires. Donc pas de bruit impulsionnel, pas des chocs, pas des bruits d'impact. Évidemment, les réalismes des modèles numériques, il faut les améliorer en prenant en compte la variabilité qu'on obtient au niveau des matériaux et puis des conduits auditifs, de la géométrie. On a aussi validé les modèles dans des cas simplifiés. On aurait aimé le faire dans un cas plus complexe. Et on n'a pas regardé le confort global du protecteur, simplement le confort vu du point de vue acoustique, donc via l'atténuation et l'effet d'occlusion. Conclusion, Hugues en a parlé, on a développé une nouvelle technique qui
qui donnent des résultats très similaires à REHAT, et ça au niveau individuel. C'est très bien adapté pour les mesures terrain, et puis il y a également des facteurs de compensation qui permettent de relier les résultats obtenus avec la méthode MIR avec la méthode de REHAT qui est le gold standard. L'effet d'occlusion, on a développé un test qui est facile à mettre en œuvre, qui est basé sur la même instrumentation. Au niveau de la modélisation, on a regardé principalement deux coquilles et 2 bouchons, et on a réussi à prédire l'atténuation et l'effet d'occlusion de façon relativement satisfaisante, en tenant compte de l'effet de la peau, des cartilages, des os, et puis aussi la présence de la tête. Les retombées, alors évidemment, là c'est plus le développement de connaissances qu'on a fait ici, mais les projets qui s'en viennent vont permettre, on l'espère en tout cas, d'avoir des retombées au niveau du travailleur plus directes. Notamment, les suites, il y a un projet en cours, notamment qui est en cours avec Jérémy Voix, qui est ici, sur la dosimétrie intra-auriculaire, qui est une conséquence un peu de ce projet. On est en train de développer une nouvelle oreille artificielle aussi qui va permettre de mieux apprécier l'atténuation des protecteurs, parce que les têtes artificielles ne sont pas forcément faites pour. Le confort des bouchons, parce qu'il ne faut pas oublier que l'atténuation, l'effet d'occlusion, c'est important, mais en fait, qu'est-ce qui va faire que les travailleurs ne vont pas forcément les porter? Ça peut être le confort du bouchon, c'est très important. Donc si vous avez beau avoir une super atténuation, et si la personne le porte mal à cause d'un confort, eh bien, vous allez perdre tout l'intérêt du protecteur. Donc là, on a un projet qui est en cours d'évaluation et qui vise justement à évaluer le confort des bouchons.